Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, démonstration de force. Ce matin à Pékin avec un défilé militaire très impressionnant. C'était à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, Xi Jinping a dit « La Chine est inarrêtable ». Analyse et décryptage dans un instant avec Sylvie Berman. Elle a été ambassadrice à Pékin et à Moscou. Le ministère de la Famille vient de promulguer un nouveau guide de la petite enfance, un guide à destination des personnels qui travaillent dans les crèches publiques, un guide qui prône l'éducation positive où toute punition est interdite, des recommandations qui font bondir un collectif de spécialistes de l'enfance. L'une d'elles, Céline Masson, nous donnera son point de vue. Pour terminer cette émission, je vous propose un rendez-vous avec Virginie Delalande. Elle est sourde de naissance, elle est devenue avocate, désormais conférencière. Elle vient de sortir un livre avec ce message « Kiffe ton handicap » ou « Comment faire de son handicap une force ». Voilà, vous avez le programme, point de vue, c'est parti. Bonjour Sylvie Berman. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau du Figaro TV. Vous avez été ambassadeur à Pékin et à Moscou. Pékin, où aujourd'hui se déroulait un défilé militaire tout à fait impressionnant, une démonstration de force. Vous avez, je crois, déjà assisté, vous, à ces parades militaires à Pékin. Déjà, quelle première réaction à ces images tout à fait impressionnantes de ce matin? Vous êtes d'accord avec ce terme? C'est très impressionnant, effectivement. Alors, j'ai assisté à Moscou plutôt qu'à Pékin, parce qu'à Pékin, ils ne le font pas chaque année comme à Moscou. Donc plutôt impressionnant, vous diriez particulièrement impressionnant ces images? Oui, c'est particulièrement impressionnant parce que il y a la démonstration de toutes les nouvelles armes, les armes hypersoniques, enfin la présentation de tout l'arsenal militaire, en tout cas ce qui est présentable par la Chine, et puis avec 20 chefs d'État, Poutine à côté de lui, Kim Il-sung, on y reviendra sans doute. On va y revenir, bien sûr. Kim Jong-un, pardon, je reste dans le passé, je vivais le président nord-coréen à l'époque de Kim Il-sung. Donc. Des images impressionnantes, un message, bien évidemment, un message à destination de qui? Alors, c'est un message à destination du monde, bien évidemment, des États-Unis, très clairement. Puisque Xi Jinping et Vladimir Poutine considèrent qu'ils ont le même ennemi, même s'il y a une petite différence entre les deux, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe, parce que la Chine ne considère pas l'Europe comme une force hostile, alors que c'est le cas de Vladimir Poutine. Mais d'ailleurs, Donald Trump ne s'y est pas trompé, puisqu'il a envoyé des félicitations sarcastiques en donnant le bonjour à Vladimir Poutine et à Kim Jong-un qui complotent contre les États-Unis. Oui, il a ironisé sur ces images justement de Pékin. La Chine est inarrêtable, a dit ce matin le président chinois. Comment vous comprenez, vous qui connaissez particulièrement bien la Chine et la mentalité chinoise, comment vous comprenez ce message ? Alors, Xi Jinping dit « la renaissance chinoise est inévitable », c'est-à-dire la transformation en une très grande puissance, probablement la première. L'échéance, d'ailleurs, est 2049, donc la date anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et en tout cas, on voit avec le militarisme ambiant, les États-Unis ont 1 000 milliards de dollars de budget militaire. La Chine n'en a pas 300, mais elle monte considérablement en puissance, en particulier dans le domaine naval où elle a plus de bâtiments que les Américains et où elle construit tous les 3 ans l'équivalent de la marine française. Et de même sur le plan nucléaire, où elle avait très peu d'ogives, et elle veut rattraper la Chine et la Russie.
Et elle en a déjà 500 et vise 1000 pour 2030. Donc c'est une cadence accélérée. Et c'est montrer qu'on ne peut plus donner de leçons à la Chine et que la Chine est effectivement puissante, mais également parce que le Sud global est on va y derrière revenir elle. parce que cette séquence clôturait Oui. le sommet, on va y revenir. Vous me parliez de cette montée en gamme et de la Chine notamment sur le domaine maritime. Ça veut dire que l'espace pour les Chinois, c'est d'abord la présence sur la mer, c'est ça? Sur les mers? Oui, c'est là qu'elle voit, alors entre guillemets, la menace. Mais c'est vrai Oui. que c'est là qu'il y a les bases américaines, qu'il y a les sous-marins américains, qu'il y a les alliances des États-Unis avec Australie, Inde, également le Japon, qui a le Quad, l'AUKUS. La France connaît bien, puisque en fait, il y avait une trahison américaine, celle de Biden, qui avait cassé le contrat français avec l'Australie pour la vente de sous-marins au profit de sous-marins nucléaires américains que d'ailleurs l'Australie n'aura jamais, et concluant à cette occasion cette alliance. Mais tout ça vise effectivement la Chine. L'armée populaire de libération, hein, c'est la plus grande armée du monde, c'est ça? C'est 2 millions de soldats? Alors, en fait, le fait que ce soit la plus grande armée du monde, en termes d'hommes, n'est pas le plus important, parce qu'en réalité, c'est un pays d'1,4 milliard d'habitants, mais c'est une armée qui n'est pas aguerrie. C'est une armée qui s'entraîne, naturellement, mais elle n'a pas fait de réelle guerre depuis la guerre de Corée, qui était la guerre des volontaires. Enfin, c'était des vagues Elle n'a pas un niveau... on ne le sait pas, puisqu'elle n'a pas... enfin, tant mieux d'ailleurs, il n'y a pas eu de guerre. La dernière, mais elle a été très brève, c'était en 79 contre le Vietnam, mais elle n'a pas vraiment gagné. Donc, on a parlé de ce message, de cette démonstration de force, un message adressé à l'Amérique notamment, mais au niveau régional, ça compte aussi. Il y a une grande aussi concurrence, on l'oublie parfois, avec le Japon notamment, et puis il y a Taïwan aussi. Oui, tout à fait. Le scénario d'une invasion. En ce qui concerne le Japon, je veux dire, la commémoration de cette victoire, elle est aussi normale. Il y a eu des millions de morts chinois, pratiquement 20 millions. Le Japon a occupé la Mandchourie, a créé un État fantoche en 1931, a envahi toute la Chine en 1937. Il y a eu les viols de Nankin, il y a eu l'équivalent de ce que faisait Mengele à Harbin, l'unité 731, etc. Donc, ce n'est pas anormal de commémorer cela. Le problème, c'est que aujourd'hui, dans la mesure où le Japon, contrairement à l'Allemagne, qui participe aux commémorations de la victoire, n'a pas vraiment reconnu. Donc, il y a des périodes d'hostilité aussi de la part de la Chine. Et aujourd'hui, le Japon voit effectivement cette démonstration comme menaçante. Le scénario d'une invasion de Taïwan, c'est toujours probable? Alors, une invasion... c'est pas sûr. Je pense que les Chinois sont différents des Russes. Ça serait plutôt une forme d'étouffement de Taïwan, mais on ne sait pas sous quelle forme. Mais du point de vue économique, d'un point de vue maritime aussi, parce que ils peuvent intervenir sur le détroit, mais ça serait au détriment de la Chine, puisque c'est par là que passe également tout son commerce. Je pense que ce n'est pas décidé. Il y a une position de principe qui est il y a une seule Chine, et Taïwan fait partie de la Chine. En même temps, l'intérêt n'est pas toujours compris et respecté de la même manière. Ce n'était pas l'intérêt de Poutine d'envahir l'Ukraine. Il l'a fait quand même. Je pense que de toute façon, les Chinois regardent de très très près ce qui se passe en Ukraine, pas seulement sur le plan militaire, mais sur... le plan des réactions, des réactions, des sanctions aussi. Pour en tirer des leçons et je pense que la Chine, même si elle est puissante, même si elle sera soutenue par le Sud global et par la Russie, c'est aussi pour ça que cette relation avec Poutine est très solide et durable,
ils n'ont pas envie d'une perturbation des circuits économiques parce que la Chine, justement, pour ce qu'elle appelle la renaissance, Fu Xing, a besoin de ces relations économiques et a toujours besoin d'exporter parce que sa consommation n'est pas suffisante pour tirer la croissance. Parlons justement de la relation entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Donc à l'occasion il y a eu un sommet là, depuis le 31 août, le sommet de Shanghai, avec de nombreux chefs d'État réunis autour du Xi Jinping, entre autres Vladimir Poutine. On parle souvent, on dit souvent que la Russie est le vassal de la Chine. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette expression et en Alors, quoi non, elle n'est pas du tout le vassal de la Chine. C'est une relation totalement asymétrique. Il est évident que la Chine est Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, il n'y a pas de vassalisation. Donne ce terme, qualifie en tout cas la... Oui, mais je pense que c'est erroné parce que s'il y avait une vassalisation, la Russie obéirait d'une certaine manière à des recommandations, des décisions chinoises et pas du tout. La Russie, bon, elle a besoin effectivement de la Chine pour exporter son pétrole, pour compenser la fin des exportations vers l'Europe. Mais la Chine n'est pas en mesure, et je ne pense pas qu'elle souhaite le faire d'ailleurs, de donner des instructions à la Russie. Donc ce n'est pas une vassalisation. Et Poutine d'ailleurs avait évoqué à un moment, non pas ce terme, mais en disant la Chine ne menace pas l'identité de la Russie. Et pour lui c'est très important parce qu'il pense que l'Europe menace l'identité de la Russie. Donc c'est pas une vassalisation. Et d'ailleurs les experts de la Russie parlent de vassalisation, mais je pense que les experts de la Chine ne parle pas de vassalisation. Qu'est-ce que vous a marqué, vous, lors de ce sommet, notamment entre les rencontres entre Vladimir Poutine et Xi Jinping ces derniers jours? Mais il y a une très grande entente entre les deux, mais moi je l'avais déjà constaté au Forum économique de Vladivostok en 2019, et de toute façon déjà dès 2014. Ça a été flagrant avec la guerre en Ukraine, mais ça a commencé avant. Parce que l'analyse des deux pays est la même, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être contraints ou de recevoir des leçons de morale, l'Occident, des leçons de morale. Et c'est pour ça aussi que Xi Jinping affiche cette relation avec cette vingtaine de chefs d'État. Puis il y avait Modi. Modi, c'est très important. On y reviendra, oui, j'imagine. Absolument. Mais c'est effectivement un soutien de ce que d'ailleurs la Russie avait appelé la majorité mondiale au moment du sommet des BRICS à Kazan. La majorité mondiale, parce que c'est 40%, près de la moitié de la population mondiale. Près de la moitié aussi, de la population mondiale, plus du quart également du PIB mondial. Et voilà, donc c'est de cela que la Chine se prévaut aujourd'hui, aux côtés bien évidemment de la Russie. Le G7 est plus en difficulté parce que Donald Trump a abandonné les Européens et les Canadiens au sommet de Kananaskis en disant vous êtes bien gentils, mais moi j'ai d'autres choses à faire et je m'en vais. Néanmoins, cette organisation, c'est ni une alliance militaire comme l'OTAN, c'est pas tout à fait un G7, c'est pas non plus une zone de libre-échange. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est plutôt, mais vous savez, la Chine ne veut pas d'alliance. Elle a connu l'alliance sino-soviétique qui s'est terminée dans le sang sur les bords de l'Ussurie par une véritable guerre. Et à l'époque, elle était le petit frère, donc elle a un mauvais souvenir de cette alliance. Et donc, elle cherche plutôt des cercles d'amis. Ce ne sont pas, il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas de pression sur le type de régime, de gouvernement, mais c'est un soutien général, un soutien politique aux Nations Unies, et puis des coopérations économiques également avec chacun de ces pays. Alors autour de Xi Jinping, plutôt des autocrates, néanmoins l'Inde qui était présente, l'Inde qui reste quand même une démocratie, Modi était là.
Modi Ça était veut dire là, quoi? mais Modi, c'est quand même un homme fort, C'est quand même un homme pour ne fort. pas dire un Oui. autocrate. Non, mais ça, c'est très important parce que l'Inde est membre des BRICS Oui. également. Mmh. Mais les relations avec la Chine étaient très difficiles. Il y a des conflits territoriaux sur l'Himalaya. Il y a eu des combats en 2020 et la Chine était hostile à l'élargissement du Conseil de sécurité à l'Inde. Mais avec les sanctions secondaires qui ont Mmh. été proclamées par Trump de 50% sur l'Inde parce qu'elle achetait du pétrole russe, eh bien, l'Inde a décidé de se rapprocher de la Chine et elle le fait sur le plan politique, elle le fait sur le plan économique et commercial aussi. Finalement, Donald Trump, à cause des sanctions imposées, a mis dans les bras, quelque part, l'Inde. Oui, tout à fait. Et alors, bon, le Brésil, évidemment, n'est pas membre de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui est essentiellement l'Asie, mais même réaction au Brésil. Donc, ça ne peut qu'accentuer les volontés de ces pays d'avoir un monde dédollarisé pour justement ne pas subir les sanctions occidentales. Donc, il y a déjà des échanges en yuan, par exemple, mais le yuan n'est pas une monnaie de réserve véritablement. Donc, ça prendra du temps, mais en tout cas, ils vont dans cette direction-là. Est-ce que des deals, des accords commerciaux ont été faits lors de ce Oui, sommet? tout à fait. Oui. Absolument, il y a des accords entre l'Inde et la Chine, ce qui est difficile pour l'Inde parce qu'elle a un déficit commercial très très important, mais effectivement, il y a des accords qui ont été conclus avec la Russie également. Une histoire de gazoduc, hein, c'est ça qui serait Alors, réactivé? absolument, c'est-à-dire qu'il y avait un gazoduc déjà qui est entré en activité en 2018, qui avait été signé en 2014 à l'époque où j'étais à Pékin et qui a été signé selon les conditions chinoises, hein, en termes de prix par exemple. Et là, les Russes insistaient pour avoir un pouvoir, enfin un nouveau pipeline, pouvoir de Sibérie 2. Les Chinois n'étaient pas trop pressés, pas trop intéressés, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient suffisamment de gaz. Mais là, ils ont accepté cette demande russe. Donald Trump, je me souviens, et Xi Jinping devaient se voir, hein, mi-juin. Ils ont des anniversaires à peu près dans les mêmes dates. Finalement, elle n'a pas eu lieu. Hein, Donald Trump et Xi Jinping devaient se voir, il me semble, mais de toute mi-juin. façon, Finalement, ça a été ajourné. Hein. Non, mais de toute façon, ils se verront. Je crois que, mais pour le moment, il y a des discussions sur les aspects commerciaux qui sont faites à un niveau technique. Donc, je pense que la visite ne pourra avoir lieu que quand il y aura un accord. Quand mais je pense qu'il y aura passé. effectivement cette rencontre. Dernière petite question. On a parlé Ukraine lors de ce sommet où l'Ukraine est vraiment très lointaine? Alors, ce n'est pas une priorité pour l'ensemble des pays concernés. Évidemment, Vladimir Poutine en a parlé dans les termes habituels en disant que ce n'est pas lui qui avait déclenché cette guerre, mais que c'était les Occidentaux. Mais bon, il en a sans doute parlé à Xi Jinping en bilatéral pour dire où il en est, ce qu'il attend. Mais officiellement, il n'y a pas eu de déclaration, de prise de position. Il n'y a pas eu de prise de position. Merci Sylvie Berman d'avoir été en direct avec nous sur le plateau du Figaro TV. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, hein, qui est absolument disponible, toujours disponible. C'est L'ours et le dragon. Bien sûr, ça parle de la Russie et de la Chine, l'histoire d'une amitié sans limite. Vous posez la question, c'est aux éditions Talendier. Merci d'avoir été en direct avec nous. Un collectif de psychologues alerte sur le nouveau guide de la petite enfance édité par le ministère de la Famille, un guide à destination des personnels de crèche, un guide qui impose une éducation positive où toute punition est interdite. Céline Masson est chercheure en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Elle fait partie de ce collectif. Et avant qu'elle me rejoigne en plateau pour nous donner son point de vue, eh bien, je vous propose d'écouter le psychologue Didier Pleu. Il pointe les limites de l'éducation positive.
Donc l'éducation positive, c'est les apprentissages, renforcer positivement les comportements d'un enfant qui a des petits soucis, mais il n'y avait aucune base analytique ou psychologique. La French Touch de l'éducation bienveillante, c'est ils ont gardé l'éducation positive comme sous-titre, mais en fait, c'est ce que j'appelle du Dolto New Age. C'est ces fameuses hypothèses de dire plus d'autonomie chez l'enfant, pas de verticalité dans la famille, donc ça veut dire déjà l'autorité parentale, c'est pas terrible. On va affirmer des choses comme il n'y a jamais de caprice chez l'enfant. Vous savez, ces fameux dogmes doltoïens qui persistent. C'est-à-dire, si un enfant, il n'est pas pervers, il n'est pas fasciste, mais il fait quand même des petits caprices. Il y a des tas d'affirmations qui nous disent qu'il faut une crise d'adolescence, sinon ça ne marchera pas. C'est toutes ces choses que les gens ont lues et se disent, attention, c'est dangereux d'être parent. Souvent, on me dit, vous avez mal interprété Dolto, vous interprétez mal l'éducation bienveillante. Mais si, je lis les textes et j'ai vu que c'était exactement les mêmes choses, les mêmes absolus, les mêmes dogmes. Bonjour Céline Masson. Bonjour. Vous êtes psychologue, chercheur en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau du Figaro TV. Vous avez rejoint un collectif de près de 622 spécialistes, c'est ça ? 800, on en est à 800 signataires. Voilà. Spécialistes, donc 800 signataires, spécialistes de la psychologie de l'enfant. C'est un collectif qui est mené par Caroline Goldman. Alors, ce collectif alerte sur un nouveau guide de la petite enfance qui a été piloté, édité par le ministère du Travail, de la Santé et des Familles. C'est un document officiel, c'est ça ? Tout à fait. Et à destination des personnels de crèche et les assistantes maternelles. Exactement. C'est bien ça. On va rentrer dans le détail un peu des recommandations faites de ce guide, mais déjà dans l'idée générale, pourquoi vous sursautez, pourquoi vous opposez à ce guide ? Alors attention, donc c'est pas un collectif, ce sont des signataires de la tribune initiée par Caroline Goldman, qui nous a demandé à moi et à Caroline Eliachev d'alerter l'observatoire La Petite Sirène, notre observatoire. Donc nous avons effectivement des signataires de notre observatoire de l'enfant, des discours idéologiques sur l'enfant et de l'adolescent que vous connaissez. Voilà, vous étiez venu déjà en plateau. Exactement. Mais rappelez-nous quelle est exactement La Petite Sirène pour nos téléspectateurs. Nous alertons, nous, sur la médicalisation abusive des enfants qui se déclarent trans, qui ne sont pas trans pour une majorité, et de mineurs. Voilà. Donc l'observatoire alerte sur les discours idéologiques. Alors le premier combat, on va dire, de l'observatoire, c'est la dysphorie de genre, ou comme ces adolescents qui, effectivement, se déclarent trans parce qu'ils vont pas bien. Et voilà. Donc Caroline Goldman fait partie de ce collectif, fait partie de l'Observatoire de la Petite Sirène, elle en est membre. Et elle, son combat, c'est l'éducation positive, qui n'est pas notre objet à l'Observatoire, je précise bien. Mais effectivement, nous sommes aussi... C'est une idéologie. Là aussi, de penser qu'on peut tout faire, qu'on peut laisser l'enfant crier. Et voilà, donc c'est effectivement aussi une forme d'idéologie. C'est donc son alerte à elle. Et à raison. Vous avez rejoint. Voilà. Alors, référentiel national, tout le monde peut aller le consulter. C'est en ligne sur le site du ministère du Travail. Il y a de nombreuses pages. Qu'est-ce qui vous fait sursauter, vous, dans ce référentiel ? Alors, c'est vrai que ce sont les... Dans la globalité, on va revenir après sur quelques points de détail. Si vous voulez, c'est une forme de... Enfin, c'est l'absence de cadre. Oui. C'est très frappant. Qu'un enfant puisse, par exemple, je donne un exemple à la 50e page, que l'enfant peut toucher ses parties génitales, se masturber, et qu'il ne faut pas intervenir lorsqu'il est en public, lorsqu'il est dans sa classe. Par exemple, évidemment qu'il ne faut pas réprimer un enfant qui se masturbe, c'est encore une fois très différent de chez l'adulte, c'est effectivement une exploration de son corps, mais ce qui est frappant, c'est qu'on n'interviendrait pas lorsqu'il est en classe avec d'autres camarades et avec des adultes autour de lui. Si, on intervient en disant, tu peux évidemment toucher ton corps, il n'y a aucun problème, mais quand tu es dans ta chambre, quand tu es chez toi... C'est quelque chose qui ne se fait pas en public. Qui ne se fait pas en public, voilà. C'est nuancé, encore une fois, évidemment pas réprimé, mais poser un cadre. Nous sommes dans une classe, tu as d'autres camarades autour de toi, on a des activités. Voilà, ce serait bien que tu suives les autres activités plutôt que... voilà, maintenant, c'est le problème des excès. C'est qu'il y a eu des excès.
on a puni des enfants parce qu'ils se masturbaient chez eux en famille en disant tu vas devenir aveugle. Vous savez bien ce qu'on a pu dire aux enfants, les aberrations qu'on a pu dire aux enfants. Donc on passe à un autre excès, c'est de tout laisser faire. De tout laisser faire. Et Voilà. c'est un peu ce que vous reprochez Voilà. à ce référentiel, à ce guide, guidé d'après vous par ce laisser-faire global. Que dit le guide, par exemple, sur... parce que tout est très, très passé au crible. Hein. Oui. On parle de l'utilisation de la tétine, hein, par exemple. Hein. Le guide, il dit faut pas, quand un enfant a besoin d'une tétine, il faut plutôt pas forcément y avoir recours systématiquement, c'est Oui. ça? Moi, j'ai pas tellement d'avis sur la tétine. Ouais. Par exemple, là, c'était pas un bon exemple parce que Bon. je suis, voilà, ça dépend de l'âge aussi. Oui. Puis c'est pas, voilà. C'est quoi, plus les émotions, par exemple, sur les cris de la colère, par exemple? Voilà, moi j'interviendrai, c'est plus ça qui m'a frappée, c'est les cris. Quand un enfant crie, que Oui. ce soit d'ailleurs à l'école, en crèche, ou cet été, vous avez dû observer dans les aéroports, et qu'un enfant crie pendant, ça dure pas 3 minutes, mais ça dure une demi-heure, vous vous dites mais que les parents n'interviennent pas, ou qu'en classe, ne pas laisser l'enseignant intervenir pour contenir l'enfant, contenir les cris. L'enfant cherche à ce moment-là une limite. Mais on ne se pose pas la question, d'abord pour la maîtresse elle-même, l'institutrice, enfin, c'est quand même difficile pour elle aussi de subir ces cris, c'est pareil. Alors, ça dépend de la manière dont on intervient. On va pas donner une claque à l'enfant, mais on va le contenir par les mots. Non, là, tu peux pas. Alors, l'idée de Caroline Goldman, c'est le time out, donc c'est le sortir de la classe, le mettre au coin. Elle parle du coin. J'avoue que le mot coin me gêne aussi un petit peu. Je dirais pas au coin, mais de l'isoler dans un autre lieu. Le mettre à l'écart. Le mettre à l'écart. Le coin, on se souvient, nous, ce que c'était d'aller au coin. C'était quand même assez humiliant, j'avoue. Mais vous voyez, c'est tout à fait à nuancer tout ça. C'est-à-dire que le mettre à l'écart dans une autre pièce, vous allez me dire, alors qui va surveiller dans l'autre pièce? Mais de le laisser en plein milieu, alors qu'il y a des cris, on a tous vécu ça, un enfant qui crie en classe, il faut contenir. À ce moment-là, l'adulte doit intervenir. Mais comment tiendrait, moi je pense à l'adulte qui est présent avec ses enfants, comment tenir dans cette classe si on n'intervient pas? Et culpabiliser aussi les enseignants qui interviennent, je trouve ça problématique. Ce guide risque de culpabiliser des enseignants qui naturellement Là, c'est à font bien destination leur des travail. crèches, hein, c'est ça, Oui, et des oui, assistantes oui, maternelles. des assistantes maternelles, pardon. Oui. On parle, il y a aussi le guide, il revient sur les punitions d'enfants qui sont interdites, c'est ça, dans le guide? Oui, alors là encore, je trouve que quelle est la punition? Voilà, qu'est-ce que serait cette punition? Évidemment, encore, je reviens. Enfin, je crois qu'ils confondent frapper un enfant avec une punition. Une punition, ça serait encore marquer la limite pour l'enfant. Vous voyez, c'est là tu peux pas, donc tu vas aller te mettre ici, tu vas faire telle et telle chose et tu vas te calmer. Vous, votre approche, elle est plus dans contenir les émotions. Exactement. Vous n'êtes pas pour la violence physique. Mais non, évidemment. Et justement, à ce propos-là, il faut rappeler les chiffres. Il y a une étude qui est sortie dans Lancet en mai 2025 sur les chiffres des maltraitances. Évidemment que nous sommes tellement inquiets. Moi, je suis en protection de l'enfance aussi. J'interviens à l'OSE, à l'œuvre de secours aux enfants. On les voit, ces enfants maltraités. Donc évidemment qu'il faut intervenir. Il y a, en France, nous sommes un pays où il y a plus de maltraitance que dans d'autres pays d'Europe. C'est l'étude de mai 2025 qui montre ça. Donc c'est vrai qu'il faut intervenir. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose contre ces maltraitances. Et ce sont les adultes qui le disent après. Parce que parfois, les enfants ne parlent pas. On sait que les enfants ne parlent pas. Et ça, c'est le plus embêtant quand les enfants ne peuvent pas parce qu'ils pensent que c'est aussi, ils protègent l'adulte. Souvent, ils protègent les parents, donc ils ne parlent pas. Donc, c'est gravissime ce qui peut se passer pour des enfants. Nous ne sommes pas en train de nier ça. Mais il y a un chiffre, effectivement, qui est trop élevé d'enfants maltraités, victimes, 51 000. On a combien de mineurs en France? 14 millions de mineurs, donc c'est 21% de la population. C'est gravissime, c'est trop. Mais entre là, empêcher une assistante maternelle de mettre l'enfant à l'écart parce que ça serait violent et de la maltraitance, non. On ne peut pas continuer à ne pas nuancer, à ne pas différencier les choses. C'est ça le problème de notre société et des institutions aujourd'hui qui confondent tout, qui ne comprennent pas grand-chose toujours. Y compris sur notre sujet à nous que vous connaissez, sur les mineurs qui se disent trans. C'est pareil. C'est un autre sujet.
Ouais. C'est un autre sujet, mais qu'on a des ressemblances dans l'idéologie aussi positiviste. Vous y voyez des ponts. Comment Le référentiel, il a quand même été rédigé par des spécialistes. Comme vous êtes spécialiste, c'est ça? Qui a rédigé ce référentiel? Ce sont des spécialistes de l'éducation positive que critique Caroline Goldman. C'est son combat, elle les connaît très bien. Et donc, pour elle, ce qu'on reproche, c'est que, ok, c'est bien de solliciter des spécialistes, mais il y a des spécialistes qui ne sont pas en accord avec, avec l'éducation positive. Pourquoi ne pas diversifier les comités d'experts et proposer à des gens comme Caroline Goldman d'y être aussi, par exemple? On ne lui a jamais proposé. C'est-à-dire que ceux qui ont été réunis, c'était que des gens qui pensent pareil. Et qui pensent pareil, c'est pareil. Ça rappelle la HAS, le groupe pour les mineurs. C'est pareil que la HAS, où nous n'avions pas été sollicités, nous. Pour les recommandations. On vous tendrait la main, vous solliciterez, vous seriez partant pour évidemment, participer à des débats, en tout cas, des collègues à nous de l'Observatoire iraient évidemment pour donner le point de vue qui est le nôtre. Il faut une diversité d'opinions. On est tellement pour la diversité. Et la diversité d'opinions, ça compte pas dans les groupes experts? C'est toujours univoque, voilà. On a les gens qui pensent pareil et les autres sont écartés. Non, je pense surtout là pour les petits, c'est important que des gens comme Caroline Goldman ou d'autres, qui sont vraiment des spécialistes de la petite enfance, interviennent dans ces groupes experts. Il est dangereux, vous diriez, ce guide et toutes ces préconisations Non, alors elle dirait oui. Non, je dirais pas que c'est dangereux. Je dirais que les gens. Moi, je fais confiance au bon sens aussi. Je pense que les assistantes maternelles travaillent très bien. La plupart d'entre eux, ont des bonnes intuitions. Alors, le problème, ça peut être troublant en même temps. C'est entre les intuitions qu'on a et les préconisations d'un guide très. Je pense j'espère qu'elles vont faire au mieux. Je pense qu'il faut faire confiance aussi à ces personnes qui travaillent auprès des petits. Évidemment, s'il y a des abus, ça doit être signalé, c'est une évidence. Et ça se saura en général, ça se sait à un moment donné. Et il faut le dénoncer s'il y a des abus sur les enfants, mais on peut faire confiance quand même aux professionnels de la petite enfance. Voilà, alors oui, il faut des recommandations. Alors, il y avait une charte, justement, il y avait la charte nationale du référentiel du jeune enfant qui a été éditée en 21. Caroline Goldman demande à ce qu'on remette cette charte-là. C'était le rapport de Jean Pinault. C'était inspiré du rapport de Jean Pinault qui s'intitule « Développement du jeune enfant, mode d'accueil et formation des professionnels ». Voilà, qui avait été diligenté par Laurence Rossignol. Donc, pourquoi pas reproposer cette charte. Plus largement, ce guide, qu'est-ce qu'il dessine de la place de l'adulte et de la place de l'enfant d'après c'est exactement le problème, c'est le symptôme. C'est-à-dire, quelle est la place de l'enfant dans notre société? Comment nous voyons aujourd'hui les enfants? Comme un adulte en miniature. Il aurait tous les droits de l'adulte. Vous connaissez donc notre sujet très intéressant sur les mineurs transidentifiés parce que c'est l'autodétermination. Il peut choisir son sexe, son genre dès l'âge de 4 ans. C'est quand même ce que disent les associations militantes. Choisir son identité de genre, il se déclare à 4 ans. Non, à 4 ans, on ne peut pas encore choisir tout. Parce qu'on n'a pas le développement nécessaire, développement et physique et psychique et psychologique. La maturité du cerveau, on sait que c'est 25 ans, donc vous voyez, on a largement le temps de demander l'avis à ces jeunes. Et évidemment, à 18 ans, c'est l'âge légal où on peut décider, d'accord, mais la maturité prend du temps. Le développement psychologique, neuropsychologique de l'enfant, ça demande du temps. Donc à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, non, il ne peut pas décider tout. Et l'enfant a besoin, encore une fois, de limites. C'est nécessaire pour grandir. Combien de mes collègues l'ont écrit dans des livres? Pour grandir, il faut aussi une autorité. L'autorité, c'est pas l'autorité. L'autorité, c'est la limite, c'est le cadre. Et c'est nécessaire pour aller bien. Sinon, vous avez des adolescents dépressifs. Il s'agit d'éducation positive. Pour vous, ce guide, tout est à jeter dans l'éducation positive ou c'est un dévoiement de l'éducation positive, les dérives de l'éducation positive? Oui, parce que c'est vrai que là, je me fais... Parce que pour les parents qui nous écoutent, tout ça... Il y a eu des abus, évidemment. Comme on a eu des abus, effectivement, il faut revoir aussi l'éducation des enfants. On ne peut pas brimer. Quelqu'un me demandait, mais alors, est-ce qu'on ne peut plus mettre une baffe à un enfant, une fessée? C'est vrai que je pense toucher le corps d'un enfant et surtout certaines parties d'une fessée, c'est toucher des parties intimes de l'enfant. Moi, je suis absolument opposée à ce qu'on... Voilà, alors ça peut arriver que des parents donnent une fessée, c'est pas non plus grave, mais éviter de
C'est la systématisation, C'est c'est exactement, dans un sens comme dans l'autre. Si ça arrive, l'enfant n'est pas un parent maltraitant parce qu'il a donné une fessée à son enfant. Il faut arrêter de culpabiliser, de stigmatiser. C'est ça notre problème, en fait. On perd le bon sens. Vous diriez que ces batailles idéologiques autour de l'éducation, notamment la positive, c'est typiquement français ou c'est observable ailleurs aussi? Alors dans les pays nordiques, effectivement, ça a été le cas. Alors ils en sont revenus. Les pays nordiques, d'ailleurs, reviennent aussi sur les enfants transidentifiés, puisqu'ils ont arrêté de médicaliser. Je vous donne cet exemple parce qu'il est très intéressant. Notre exemple, même s'il est c'est une portion des enfants, puisque c'est très peu d'enfants, mais c'est intéressant dans l'idéologie, voilà, sur ce qu'on a pu permettre aux enfants. Donc ces pays-là reviennent, la Finlande, la Norvège, ils sont revenus sur la médicalisation des mineurs. On l'a vu au Canada, l'éducation, le cododo. Le cododo. Dormir avec ses enfants, c'est une aberration complète. Alors ça, je pense qu'en France, on n'en est pas à l'état du Canada, mais on voit ça au Québec. Mais les parents dorment plus. Ils sont en dépression parce qu'ils ont mis leur gamin jusqu'à l'âge de 5-6 ans à côté d'eux. Non. Là encore, c'est l'idée des limites, en fait. C'est l'idée des limites. Même des limites partager physiques, le lit d'un parent, de deux parents, non, il n'a rien à faire là, l'enfant. C'est ce que nous, on dit en tant que psy, quand des parents disent « Ah oui, il dort avec nous depuis tout petit. » En fait, c'est des limites et des nuances, c'est-à-dire que l'enfant vienne de temps en temps dans le lit des parents, pourquoi pas, mais c'est pas systématique. Exactement. Pareil, quand donner le sein à un enfant, quand on voit des mères qui fatiguées, qui donnent le sein à 4 ans, on vous dit « Mais... » il y a des limites là aussi. Enfin, la mère est fatiguée, mais il me fait mal. Oui, il a des dents à 4 ans, donc stop. Vous voyez, donc on dirait que c'est vrai que ça, là c'est différent parce que c'est aussi, il n'y a pas de guide pour savoir comment on doit donner ça à un enfant. Mais c'est toutes ces injonctions, c'est aussi assez troublantes, non, pour les parents, j'imagine, qui doivent ne plus trop savoir comment. Il y a des parents complètement perdus. Oui, vous l'observez, ça? Oui. Les parents me demandent, alors on doit faire quoi? On doit plus donner la fessée. Écoutez, ça arrive. Il y a des parents qui sont aussi surmenés, qui sont fatigués. C'est pas parce qu'ils ont donné une fessée qu'encore une fois qu'ils sont maltraitants. Je pense qu'il faut refaire confiance aux parents et par contre être d'une hyper-vigilance sur les maltraitants. Je reviens et là je suis assez d'accord, il faut à l'école absolument être très alerté sur les maltraitances. On le voit, on peut voir des enfants qui vont pas bien. Il faut à ce moment-là prévenir des services sociaux quand on voit des enfants qui vont pas bien, au moins faire un bilan et essayer de détecter très tôt s'il y a des maltraitances dans les familles. C'est ce qui se passe en protection de l'enfance. Est-ce que le ministère de la famille, du travail, de la santé, d'où émane ce référentiel national, est-ce qu'il a réagi à cette tribune et à ce collectif? À ma connaissance, je pense ils l'ont lu. Oui. L'avantage des tribunes, c'est ça qui est formidable, c'est que les politiques les lisent. Et surtout, ça les concerne. Donc, c'est certain qu'ils l'ont lu. Je pense qu'ils seront ouverts, à mon avis, au dialogue. Donc ça veut dire que vous espérez que certains points soient revus? Exactement. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils attendent des retours du terrain. Donc, ils ont dit alors que ça ne serait pas retiré, mais qu'ils attendent pour modifier des retours du terrain. Nous, on est le terrain. Voilà, nous sommes petits auprès des assistantes maternelles, exactement, aussi, du personnel de crèche. Il y a la rentrée, voilà, exactement. Mais j'ai bon espoir. Vous avez bon espoir? Oui, la HAS, vous voyez, ils ont retiré, pour l'instant, ils n'ont pas fait les recommandations. Je reviens à mon sujet sur les mineurs. Terminer, vous avez vu, oui, la HAS donc n'a pas fait les préconisations, n'a pas proposé de préconisations pour l'instant sur les mineurs transidentifiés. Ils ont dit qu'ils attendaient de créer un autre groupe de travail pour démarrer les travaux pour les mineurs. Là, ça a été proposé pour les majeurs. Sujet sur la transidentité. Vous battez pour que les mineurs ne soient pas médicalisés. Et vous nous dites que ce combat, une partie en tout cas de votre combat a plutôt réussi. Puisque oui, tout à fait. Il y a une pause en tout cas. Écoutez, les parents viennent vers nous. Déjà, ils ont un autre son de cloche, le nôtre. Et ils sont beaucoup plus prudents. Les parents veulent bien faire pour leurs adolescents. Donc au moins là, ils ont des voix différentes. Et ils ont aussi le site de La Petite Sirène où ils peuvent avoir des articles, des points de vue de spécialistes. Et ça, c'est important qu'il y ait une diversité. Je reviens sur la diversité. Elle doit se refléter dans les institutions. Et c'est ça qui ne va pas. C'est toujours les mêmes. Il faut que ça reflète aussi la diversité dans la cité. Des points de vue. Et c'est pour ça qu'on souhaitait vous donner la parole. Céline Masson, merci d'avoir été en direct avec nous sur le plateau du Figaro TV. On va parler handicap maintenant avec une femme
femme au parcours admirable. Virginie Delalande est née sourde profonde. Elle est devenue avocate. Elle a aujourd'hui un message, faire de son handicap une force. En attendant qu'elle me rejoigne, eh bien, je vous propose d'écouter une athlète paralympique. Elle revient sur l'accueil extrêmement chaleureux du public qui a été fait aux athlètes paralympiques. C'était lors des JO de Paris l'an dernier. Walking into the opening ceremonies and the stands were packed. They were cheering for us, and that was the first moment I felt celebrated and seen as a Paralympic athlete, and they were there for us. And that's something as Paralympic athletes, especially sometimes in paracycling, kind of struggle to see and feel. And this was so special, and it hit me how big this is, how much has grown. Bonjour Virginie Delalande, vous êtes née sourde profonde. Néanmoins, cet handicap, vous avez réussi à le surmonter. Vous êtes même devenue avocate. Vous êtes aujourd'hui conférencière et vous sortez aujourd'hui un livre « Kiffe ton handicap ». Je voulais revenir avec vous sur le titre très provocateur. Tout à fait. Provocateur parce que c'était un petit peu l'objectif de ma vie. C'est comment arriver à ne plus subir ce handicap que la société me renvoyait en permanence de la figure. Moi, personnellement, j'étais à l'aise avec. Je n'ai pas connu autre chose. Mais le regard de la société, le manque d'accessibilité me renvoyait en permanence à une position d'infériorité. Et je ne voyais pas comment j'arrivais à transcender ça. Et ça a été, en fait, la quête de toute une vie. Et j'ai mis du temps parce que je suis tombée en dépression, j'ai programmé mon suicide, je me suis reconstruite, d'abord dans ma vie personnelle, puis dans ma vie professionnelle. Et voilà le résultat de ce livre. Effectivement, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un parcours, vous venez de le dire, de souffrance. Vous avez connu la dépression. Quels ont été les déclics pour vous, pour sortir de ce que vous appelez, de ce qui a été à un moment, ce handicap qui a été une prison? Comment j'ai fait pour en sortir? Déjà, j'ai compris que je n'allais pas y arriver seule. Donc j'ai demandé de l'aide aux bonnes personnes. C'est-à-dire que j'avais déjà demandé de l'aide à plusieurs reprises, mais j'étais tombée sur des professionnels qui me disaient « c'est normal d'aller mal, vous avez un handicap ». Donc, en fait, pour eux, dans leur tête, ils avaient déjà ce préjugé de handicap. Forcément, on a une vie atroce. Et moi, quand je me suis fait accompagner par la bonne personne, je me suis rendu compte que le handicap était en réalité 20% de mes problèmes. Donc, j'ai travaillé sur tout le reste. Et c'est allé beaucoup mieux après. Être soi-même, ne pas toujours s'adapter pour plaire à tout prix, c'est l'un de vos conseils, puisque dans ce livre, c'est à la fois votre parcours et c'est à la fois aussi des stratégies que vous proposez, que vous conseillez. Ne pas toujours s'adapter pour plaire, c'est donc un de vos conseils. Absolument. Et c'est d'ailleurs un conseil particulièrement fort parce qu'il est difficile à appliquer. C'est-à-dire que 65% des personnes en situation de handicap souffrent beaucoup plus du regard des autres que de leur dossier médical. Et 70% des personnes en situation de handicap ne le déclarent pas, en général, dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. On le cache. Par honte? Par honte. Par peur des conséquences, c'est-à-dire de tous ces préjugés que la société va nous coller. Regardez par exemple, vous dites, une personne est sourde, aïe, on va avoir des problèmes de communication. Aïe, comment va-t-elle faire avec le téléphone? Aïe, comment va-t-elle faire avec mes clients? Et en fait, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et dans la pratique, et dans la connaissance, et dans le suivi médical. Et tout ça, on ne tient pas compte. Nos préjugés restent les mêmes qu'au XXe siècle, au XIXe siècle, etc.
Là où votre livre est aussi très intéressant, il s'adresse aux personnes souffrant de handicap. Pour l'avoir lu, je trouve aussi qu'il s'adresse aux personnes qui, dites normales, ou qui pourraient être aussi dans un entourage de personnes souffrant de handicap. Quels conseils vous donnez justement aux entourages ? Alors, avant, me permet de vous corriger légèrement sur des petits points. C'est qu'on ne souffre pas de handicap, on a un handicap dossier à fait. Et puis, le deuxième point, oublié. D'accord. Donc, la question, alors comment on fait pour s'épanouir? Alors, quel conseil vous donnez à l'entourage des personnes qui ont un handicap? Alors, les personnes autour d'une personne en situation de handicap doivent être leurs premiers fans. C'est-à-dire que les personnes concernées se dévalorisent souvent, se comparent, se disent « oui, mais moi, je n'ai pas les mêmes capacités que les autres ». Donc, se dévalorisent. On a tendance à voir le verre à moitié vide. L'entourage est chargé de nous aider à voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire, en fait, cette partie que nous développons parce que nous sommes différents, soit pour nous adapter, soit parce que c'est notre mode de fonctionnement naturel. Et concrètement, alors, comment on fait ? Concrètement, si je prends la surdité, parce que je pourrais prendre plein de handicaps. Concernant la surdité, on est par exemple extrêmement fort dans le non-verbal. C'est-à-dire qu'on sait si la personne en face de nous dit la vérité ou pas. Si elle nous dit tu ou pas. Vous êtes détecteur de mensonges ? Exactement. Malheureusement pour mes enfants qui sont adolescents, malheureusement je peux régulièrement avoir. Vous avez un flair, un sens de l'observation. Exactement. Et une plus grande sensibilité, c'est ça ? Absolument. En fait, le handicap de la surdité vous a aidé à développer d'autres sens. Et vous avez le flair pour trouver la vérité. Exactement. Et puis, je peux avoir aussi, par exemple, des choses comme une vision latérale 20% supérieure à la moyenne. C'est la raison pour laquelle les gens se disent toujours, mais dans la rue, ça doit être dangereux avec les trottinettes et les voitures. Et non pas forcément, parce que notre vision, pour des raisons de sécurité justement, est élargie. Vous avez développé une observation oculaire plus... fort, plus augmenté, c'est ça en fait, que les autres. C'est ça, le propre poste en fait. Et puis, dans la vie professionnelle, comme il y avait très peur de ne pas comprendre à 100% ce qu'on me disait, ou en réunion, ou lors d'une conversation, je connaissais mes dossiers par cœur. Et j'ai développé une vitesse de lecture 2 fois supérieure à la moyenne. Et forcément, dit lecture, dit excellente qualité rédactionnelle, et donc forcément, dit aussi excellente qualité de négociation. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut transposer à la vie professionnelle quand on met le focus sur les bonnes choses et pas forcément sur ce qui nous manque. C'est le message justement de votre livre, faire de son handicap une force. C'est ce que vous nous expliquez. Exactement, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller encore plus loin que ce simple livre. C'est-à-dire ? J'ai décidé de créer un mouvement pour changer le regard de la société sur le handicap. Alors concrètement, ça veut dire comment quel est ce mouvement ? Que souhaitez-vous faire ? Donc concrètement, nous allons déjà nous rassembler parce qu'il y a beaucoup de solitude quand on vit un handicap. Ensuite, il va y avoir beaucoup d'informations parce qu'on manque de connaissances sur nos droits, etc. et de formation pour justement travailler l'empowerment personnel. Pourquoi c'est tellement important pour moi ? Parce qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Et c'est toujours la première cause de discrimination avant le genre, avant l'âge et avant l'origine. Pour la 8e année consécutive en France, et c'est la même chose au niveau international. Donc tout ça, ça doit changer, parce qu'on a des lois, parce qu'on a plein de choses qui se passent, mais la discrimination est toujours la même. Et les seules personnes qui ne bougent pas en termes de confiance en elles et en termes de résistance sont les personnes en situation de handicap. Parce que c'est trop compliqué. Et donc, je pense qu'on va s'unir ensemble, on va changer ça une bonne fois pour toutes.
Est-ce que néanmoins la société, vous diriez, a un peu évolué dans son regard sur les personnes handicapées? Il y a quand même eu des progrès? Alors, il y a eu énormément de progrès. Simplement, le ressenti aujourd'hui est toujours qu'on nous renvoie à des préjugés. C'est ce regard qui doit changer. Et ensuite de ce regard, découlent des applications pratiques. Par exemple, que les émissions de télévision soient systématiquement sous-titrées, pas uniquement les chaînes nationales, mais toutes celles qui sont sur le digital, etc. Par exemple, qu'on pose à toutes les personnes dyslexiques à l'école, dysorthographiques, les personnes autistes. L'éducation nationale ne change pas, ne donne pas les moyens, alors qu'il y a plein de choses qui ne coûtent pas cher à mettre en place. Comment vous expliquez cette inertie finalement des pouvoirs publics? Alors, plusieurs raisons possibles. La première, qui est pour moi et la plus importante, c'est la méconnaissance. La méconnaissance. On a peur par méconnaissance. La deuxième chose, c'est que les gens se disent « oulala, ça va nous demander beaucoup d'énergie ». Pas forcément. Pas forcément. Quand on a les bonnes informations. Et la troisième chose, je dis ça va nous coûter cher. Pas forcément. Ça dépend de quoi on parle. Il y a des solutions Plein. qui ne coûtent pas cher. Exactement. Et qui permettraient de lutter contre la discrimination que vivent les personnes handicapées. Oui, et puis en plus, ce qui est intéressant aussi, que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est que les personnes en situation de handicap ont beaucoup de choses à apporter pour conserver l'autonomie des personnes vieillissantes. C'est-à-dire, prenez mon exemple, oui. La surdité, je n'attends à rien. Et pourtant, je suis archi autonome. C'est-à-dire que je peux téléphoner, je peux suivre des réunions, je vais au théâtre, je suis conférencière et j'assiste nous à avons des cette conférences. interview ensemble en J'interagis direct. avec vous, etc. Et donc, j'ai plein de solutions que j'ai découvertes et que je suis ravie de mettre à disposition. Et de partager, c'est ça? Et de les partager. Donc, ça veut dire que, quel que soit le handicap, quand il s'agit de mobilité, quand il s'agit d'assos qu'on perd, quand il s'agit d'une énergie qui baisse, les personnes en situation de handicap ont déjà des solutions. C'est pour ça, en fait, on a tellement à apporter de cette société que pourtant, on ne fait pas de place. Vous avez beaucoup à apporter à la société et on ne pense pas à vous, c'est ça? Et non, mais On c'est ça vous qui est oublie. fou. C'est qu'on a connaissance, une compétence sur les gars. Que se passe-t-il? Vous avez- Pourquoi n'y a-t-il pas cette passerelle? Vous avez l'expertise, l'expérience et La motivation. et la motivation, on le voit, et le dynamisme C'est ça. aussi dont vous faites preuve. Virginie Delalande, le travail, l'argent, ça c'est important aussi pour les personnes handicapées. Mais tout à fait. C'est fondamental, vous diriez? Me concernant, oui, ça fait partie des points importants de ma vie et je les assume. Pour deux raisons. La première, c'est que l'argent donne la liberté. Et la deuxième chose, parce qu'avec de l'argent, on peut avoir des choses que la société ne fait pas correctement. C'est-à-dire on peut compenser par nous-mêmes. Et donc ça nous permet d'être davantage autonomes et surtout de regagner en dignité personnelle. Parce qu'on ne dépend plus de personne. Et la dépendance, en termes de dignité, c'est terrible. Comment se sont déroulées, vous, vos expériences dans le cadre professionnel? Alors, je suis conférencière, Oui. donc c'est mon métier. Et donc, j'interviens énormément en B2B. Donc, en comité de direction, dans le cadre de formation, dans le cadre de gros événements avec toutes les personnes de la salle. Et c'est mon métier, je vis. Et j'ai la chance d'être une des rares personnes en France à en vivre. Et puis, c'est la raison aussi de ce mouvement, c'est que je fais le travail au niveau professionnel, mais dans le public, j'ai énormément de personnes en souffrance. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, j'agis au niveau professionnel des entreprises, des institutions, mais il manque ce jalon où on est aussi nombreux à travailler ensemble pour que le B2C retrouve en fait sa dignité, son épanouissement, même avec un handicap. Parce que c'est possible. Ce n'est pas facile. Et c'est exactement ce que je dis dans ce livre. Mais en tant que conférencière, je rencontre beaucoup de conférenciers et de personnes en situation de handicap épanouies. Et quand on discute ensemble, on voit bien qu'on a les mêmes clés.
Et c'est ça que je partage de ce livre. Ce ne sont pas mes clés, ce sont les clés de toutes les discussions qu'on a pu avoir entre pères qui aujourd'hui adorons notre vie, avons une vie professionnelle, personnelle, sentimentale, épanouie. Épanouie et heureuse. Ça veut dire que toutes ces personnes que vous avez croisées, qui ont aussi un handicap, vous allez tous vous réunir, c'est ça, faire une task force Pour ceux qui le souhaitent. Donc, tout le monde est bienvenu. Et en fait, nous allons voir ensemble comment on peut aller encore plus loin et comment on peut vraiment montrer en fait toute la richesse, la vraie du handicap. Comment, si quelqu'un devant sa télé, devant son écran, là maintenant, vous entend et souhaite vous rejoindre dans ce beau combat que vous menez, comment doit-il faire? Comment doit-il s'y prendre? Il va sur le site internet www.kithandicapattaché.com et dans le livre également, vous avez un petit QR code qui vous permet d'y accéder. D'accord, un QR code, un site. Voilà, au tout début du livre. Merci Virginie Delalande d'avoir été en direct avec nous. Je le redis, je recite le titre de votre livre « Kiffe ton handicap, ta différence et ton histoire, fais-en ton pouvoir ». C'est un livre aussi, je trouve, qui s'adresse aux gens qui ne sont pas handicapés. Il s'adresse à tout le monde. On a aussi, les valides, beaucoup de choses à apprendre de votre regard, de votre expérience et de votre sensibilité. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. C'est Timothée Delem que vous retrouvez demain en direct sur Figaro TV. D'ici là, passez une bonne journée en compagnie du Figaro.